Parents et amis, avec Gilles Parent. Bonjour et bienvenue. Bonne année 2022. C'est une des premières présentations des podcasts de Gilles Parent que l'on retrouve sur gillesparent.com, également sur les applications Spotify, YouTube, Google Podcasts et également Balado de Apple. Écoutez, mon invité aujourd'hui est un sportif aguerri. Il aime la course, le vélo. Il est probablement d'ailleurs le coureur dont les espadrilles sont les plus en vue au Québec. Malgré des dizaines de compétitions sportives de toutes sortes réalisées au fil des années, aucune n'aura été aussi inimaginable, insoupçonnée et renversante probablement que celle qui s'est terminée vers 23h30 le 7 novembre dernier à la mairie de Québec. Bonjour Bruno Marchand. Salut Gilles. Comment vas-tu? Je vais très bien. Monsieur le maire va bien. Faut que je dise ça comme ça, mais je me dis que ça doit être une habitude qu'on arrive à intégrer graduellement. Ça prend du temps. Je dirais pas que c'est encore intégré. Les gens utilisent beaucoup cette appellation-là, mais il y a quelque chose qui est... Moi, la fonction, le prestige, la gloire, c'est pas pour ça que je faisais ça. Puis c'est pas plus pour ça que je fais ça. Fait que je comprends les gens d'accorder une valeur au symbole, mais ça me fait toujours un petit quelque chose pareil. C'est curieux, je suis rentré dans l'hôtel de ville aujourd'hui où on fait l'entretien, et c'est la première fois que j'entrais, puis je me disais, hey, mon Dieu, j'ai trouvé ça beau. D'abord, j'ai trouvé ça inspirant et étonnant. Puis je me suis dit, je ne sais pas, M. Marchand, quand il est rentré ici la première fois, s'il a eu la même impression. Ah oui. Est-ce que c'était au moment où vous étiez déjà élu ou vous étiez venu avant? Ben, j'étais venu avant, mais j'étais venu dans une rencontre avec M. Labon. Mais quand tu rentres, puis là, tu sais que c'est officiel, la sermentation est faite. Tu vois les photos des autres, les dessins. Des autres. On a la pression aussi, là. C'est pas... le but, c'est pas d'avoir sa photo sur le mur. Là. Le but, non. De quoi de bien, de quoi de bon pour le monde. Donc, tu dis, ce monde-là est passé avant, là, échappe-le pas. Là. Dans la salle, là-bas, il y a Jacques Cartier, puis il y a Champlain. 2 immenses portraits. Puis des fois, je me plais à me dire, s'il se parlait, il dirait quoi? Je pense qu'il me dirait, échappe-le pas, mon gars. Mon tabarouette. Oui, échappe-le effectivement. Pas. Après tout ce qu'on a fait, échappe-le pas. Ceux qui vous croisent depuis que vous êtes élu, Bruno, qu'est-ce qu'ils vous disent? En général, c'est beaucoup de fierté et d'espoir. OK, d'espoir. Oui. Donc, de la fierté, il me parle de l'élection du 7 novembre. Tout le monde m'en parle de ce soir-là. Comme, oui. Bon, va falloir en parler un peu. Oui, c'est ça. C'est sûr. Alors, ils me disent qu'ils sont fiers, puis ils me disent qu'ils ont de l'espoir. C'est une façon de leur dire, aidez-nous à construire cette ville-là. Parmi tout ce qu'il y a de nouveau, ça doit être immense, qu'est-ce qui est le plus surprenant depuis 2 mois, mettons presque 2 mois et demi? Moi, je pense que c'est la valeur du symbole. Moi, je pensais pas que pour les gens, le rôle de maire était aussi important, aussi prestigieux. Okay. Moi, pour moi, le maire, c'est un gars comme un autre. Il fait une job, puis il essaie de la faire le mieux qu'il peut, mais je sens dans le regard des gens, dans les attentes qu'ils ont, il y a quelque chose de l'ordre de... Ça leur donne même espoir. Des fois, il y a des gens qui m'ont dit, à cause de ce que vous avez fait, moi, j'ai décidé de me partir en affaires. J'ai décidé de faire un projet que j'avais l'autre. OK, l'inspiration, genre. Oui. Alors, il y a quelque chose de beau, puis il y a quelque chose de... Tu sais, moi, je suis encore le petit cul de Limoilou, là, tu sais, je suis encore le petit cul en short. Ça sera toujours ça. L'humilité, c'est important. Fait que, il y a quelque chose que j'arrive à mal gérer. Un genre de gap, comme on dit en bon québécois, là, entre les deux. Puis à quelque part, les gens sont super gentils. Mais je veux pas trop y croire au sens où je veux rester un membre de la gang. Je veux rester un maillon de la chaîne, pas la chaîne. Je pense qu'un politicien qui pense que ça y appartient, un politicien qui pense que c'est à cause de lui, un politicien qui confond son rôle et sa personne, je pense que c'est un mauvais politicien. Il n'y a pas de cours à être maire de Québec. Dites-moi, comment vous avez organisé votre horaire, vos journées, dès le départ? Là? On commence par où? Ça a l'air banal, mais j'ai dit c'est récent. Là. Ouais. Au début, tu te fais organiser. Tu n'organises rien. OK. Des gens qui étaient déjà là, des piliers? L'actualité. Et l'actualité. Tu formes ton cabinet. Puis là, l'actualité rentre, l'administration t'a dit, voilà, il y a tel enjeu, tel élément, les médias, telle demande, telle crise. Fait qu'au début, tu te fais organiser, tu te mets dans un tourbillon. Bien des décisions à prendre dès le départ. Oui. À cause juste la formation du conseil, ça veut dire qu'il n'y a pas eu le temps, il n'y a pas eu beaucoup de répit. Là. Non, c'est 15-18 heures par jour. Mes journées commencent à... Là, dans les fêtes, évidemment, j'ai pris une pause, mais commençais à 4h30 du matin, faire la revue de presse, regarde qu'est-ce qu'il y a dans l'actualité, qu'est-ce qu'il y a dans la journée. Après ça, je partais de la maison vers 7h, 7h30, puis j'étais à l'hôtel de ville jusqu'à 8, 8h30. 9. Un petit peu de sport à travers? Ça, Dès que j'ai une demi-heure, je saute dans mes espadrilles.
Déjà, vous les avez souvent. Les de course, c'est ça, exact. On change d'espadrille. OK, c'est pas les mêmes. Ils ont des fonctions différentes. Est-ce que, comme ça a été, comme le maire Labaume a été reconnu comme un maire actif, un bon maire dans l'ensemble, je pense que l'histoire, faut laisser l'histoire arriver, mais on va certainement reconnaître qu'il y a eu un aspect de fierté qui est amené, tout ça. Est-ce qu'il, d'une certaine façon, vous a inspiré pour devenir premier magistrat de la ville? Est-ce qu'il a pu être une bougie d'allumage d'une certaine façon? Ben oui, entre autres son histoire. Le fait d'être parti, à la course à la mairie après la mort de Mme Boucher, d'être parti à 0, 1, 2, 3, ouais. D'être parti bas, ça voulait dire que c'était possible. Ça, c'était vraiment une source d'inspiration. Puis je regardais les courbes de sondage lors de cette élection-là, de 2007, puis c'est ce qu'on visait, là. C'était l'objectif. C'était de voir cette courbe exponentielle qu'il a eue, de faire la même. Quelque chose que j'avais sous-estimé, par contre. Ah oui? C'est que lui, c'était une élection à la mairie. C'était la mort de l'année, Boucher, OK, c'est ça, oui. Il n'y avait pas eu... Oui, c'est vrai. Moi, ça prenait une équipe, ça prenait 21 candidats. Ça c'est énergivore aussi. C'est quelque chose de différent. Puis essayer de ne pas se tromper, c'est presque impossible là, de faire des choix 100% parfaits. C'est impossible. Puis c'est quoi la perfection? Oui, c'est impossible. Et juste en campagne, la conférence de presse qu'on a faite sur le tramway, j'ai peut-être répondu à 40 questions. Là. Je pense qu'il y avait 39 bonnes réponses. Là. On a gardé la mauvaise. Ah ben oui. Puis c'est ça la vie. Je suis pas victime de rien. Fait que essayer de pas se tromper, c'est une chose, mais t'as beau avoir une bonne moyenne au bâton, ça va être tes mauvais coups qui vont ressortir très fort. Là. Mais le public, heureusement, je pense, sur une période plus large, vont reconnaître l'ensemble de l'œuvre. Oui. Puis c'est souvent médiatique. Oui. Je pense que les gens font la part des choses, d'une certaine part de choses. Est-ce que M. Labaume a eu le temps de vous prodiguer des conseils ou ça s'est fait très vite? Non, il m'en a donné quelques-uns, mais quand on a eu une rencontre ensemble qui a duré 1 heure. C'était plus le b.a.-ba de... Oui, mais c'était quelques conseils, mais c'était aussi le b.a.-ba de l'organisation, de la façon de travailler, etc. On peut comparer l'ascension de M. Labaume à la vôtre, et j'ai pensé que le soir du 7, ça a dû être aussi une motivation d'une certaine façon. Quand c'est pas encore rentré, mais que vous savez le vent, de quelle façon il tournait, vous savez ce qu'il y avait dans les boîtes. Tu sais, je sais pas, est-ce que l'espoir est resté là ou il y a eu un moment de découragement dans le déroulement du soir du 7? À 8h28, 15 annonces que Mme Savard a gagné. Là, tu peux pas dire non, ils ont tort. Là, mais on est étonné parce qu'il y a 50 000 votes par anticipation. À ce moment-là, je pense qu'il y en a 30 ou 40 000 de comptabilisés. On se dit, c'est sûr que le vent va tourner, mais moi, j'ai pas été... Je pensais pas nécessairement gagner à ce moment-là, mais je me disais, on va leur donner quand même une game. Là. Ça finira pas comme ça avec cet écart-là. C'est impossible. Mais tu te fies au réseau de télévision, tu te fies à leur analyse, tu te dis, bon, c'est impossible de faire autrement. Ça va être ainsi. Est-ce que c'est vous qui avez aidé les proches à ce moment-là ou on vous a encouragé à garder? On était peut-être 2 ou 3 à y croire, à se dire ça va finir différemment. Donc, le chef de cabinet, qui n'était pas chef de cabinet à l'époque, il a dit ça se peut pas que ça finisse de même. Lui, il était un des premiers à vraiment croire à d'autres choses. Mais moi, j'étais au moins dans on va donner une game. Là. Ça finit, on se fera pas laver, ça, on va donner une game. La dernière semaine, particulièrement, a été trop importante pour que ça diminue pas de façon significative l'écart. Parce que les sondages, entre autres, ce qu'on savait, ce qu'on contrôle, on entend souvent, je ne veux pas dire que c'est un cliché, mais ça sonne cliché des fois. Les gens nous ont dit sur le terrain, mais dans le fond, je comprends quand vous voyez le monde, mais il y avait aussi les sondages, et vous avez du pointage, tout ça, tout le monde a ça, fait que probablement qu'il y a, là, il résidait un espoir. Ouais. Mais comme politicien, tous les politiciens disent ça, sur le terrain. Mais cette fois-là, puis là, je peux le dire après, c'était vrai, là. J'allais dans un supermarché, tu le vois à la façon que les gens te regardent, à la façon qu'ils t'accueillent, ou qui t'évitent te parler, qui veulent te prendre en photo avec toi. Une hirondelle fait pas le printemps, mais en même temps, quand ça arrive partout, là, tu sens qu'il y a un buzz. Là. Tu sens qu'il y a un buzz qui a été créé. Comme vous avez, Bruno, un parcours plutôt social et votre cheminement, on vous a reproché des fois de pas avoir la même fibre, évidemment, que le maire Labaume entrepreneurial, la base des affaires, mais est-ce que ça vous dérange, ça, qu'il y a eu ce discours-là aussi? On peut-tu transporter ça, les valeurs de bienveillance? Que vous, en politique, oui, hein? Je garde ça très près de moi. Et en même temps, moi, j'ai la prétention de penser que j'étais un entrepreneur social. Dans le monde communautaire, gérer Centraide... C'est gros, hein? On parle d'une campagne annuelle qui tourne autour de 17 millions, d'un actif annuel qui va 10 millions de plus, 25, 26 millions. C'est gros, là. Fait que
T'es un gestionnaire, t'es aussi ça. Tu fais pas de la business pour faire de l'argent, mais tu fais de la business pour essayer d'apporter du bonheur, du réconfort. Il y a beaucoup de choses qui se recoupent. Là. L'objectif à la fin, ça doit être de pas faire de l'argent. Faut t'agir ta business, faut être des ressources humaines, faut être des plans d'action, faut être ton évaluation de personnel, faut être tes cibles. C'est la même chose. Là. Qu'est-ce qu'on disait de vous chez Centraide? Est-ce qu'on disait que, je vais vous le demander directement, mais moi j'ai entendu dire quelques éléments intéressants, c'est-à-dire que vous étiez juste, mais assez exigeant. Oui, c'est vrai. J'accepte ça. J'ai toujours été de même. Puis je vais rester comme ça au sens où je disais à des gens, mettons sur 15 millions, mettons qu'il y en a un qu'on ramasse pas. On fait 14 au lieu de 15. Après, c'est bon, quand même 14 millions. Mais ce million-là qu'on ramasse pas parce qu'on n'a pas été aussi bon qu'on aurait dû l'être, là, c'est des groupes communautaires à qui on donne pas de l'argent. C'est du monde qui mange pas à cause qu'on n'a pas été le meilleur de nous-mêmes. Donc, pour moi, là, on peut pas viser ça sans viser la Lune. Soyons les meilleurs parce qu'au final, on pense que notre travail a du sens. Il en a. Mais ça veut dire qu'il faut livrer. Ça veut dire qu'il faut livrer des résultats. Les entrepreneurs, les gens d'affaires qui ont vu dans les 15 dernières années un bon boom économique à Québec, ça roule beaucoup, taux de chômage un des plus bas au Canada, beaucoup d'emplois. Est-ce qu'ils peuvent espérer encore cette lancée économique-là? Oui. Moi, j'espère. Je l'espère pour on va y travailler. En même temps, la conjoncture économique, elle nous appartient et elle ne nous appartient pas. Il y a plein de grands méta-influences qui vont venir nécessairement jouer sur la condition économique. Si le Canada tombe en récession, à Québec, on peut peut-être la vivre moins gros, mais on va la vivre pareil. Oui. Il y a quelque chose qui ne t'appartient pas. Mais dans ce qui nous appartient, moi, je pense qu'il y a des choses qui nous aident, et notamment, d'abord, l'attitude. Il y a à Québec une idée de croire qu'il n'y a rien qui est impossible. Il y a une volonté, il y a un esprit d'entrepreneurship qu'on peut encore développer, mais qui est là plus qu'ailleurs. Une capacité d'encourager ces entrepreneurs locaux. Ça fait une différence. Quand tu t'assures chez SSQ, quand tu t'assures chez Industrielle Alliance, chez Desjardins, versus une entreprise qui est ailleurs dans le monde, tu fais une différence. C'est du monde d'ici qui travaille, c'est une entreprise d'ici qui finance ton club de soccer de ton jeune. Les gens à Québec, ils entendent ça, ils comprennent ça. Ce côté un peu chauvin, il permet aussi à cette culture-là de progresser, à être plus forte parce qu'elle se protège on se protège les uns les autres. Là. À partir du moment où vous faites campagne, il y a des gens d'affaires, le grand public, il y a toutes sortes d'organismes communautaires qui ont des attentes, qui vous en parlent. Et vous arrivez avec c'est pas une majorité, hein, c'est une façon, vous devez composer avec des gens qui sont élus aussi. Est-ce que ça vous inquiète de voir si vous êtes, à ce moment-là, au départ, si vous allez être capable de mettre de l'avant ce que vous espérez pour les citoyens? Non? Non, parce que le jour de l'élection, la vérité tombe, le jugement tombe. On a 6 élus, il y en a 15 qui ne sont pas élus avec nous, puis on a la mairie. À partir de là, tu as 2 choix. Puis ce que beaucoup de politiciens ont fait, c'est de dire, on a la mairie, on est les plus forts, que les autres nous suivent. Après nous, le déluge. Ça, si tu fais ça, tu vas t'organiser pour que les 15 soient toujours en train de te mettre des bâtons dans les roues. Moi, j'avais pas envie que ce soit ça. J'avais envie qu'on dise, il y a un cynisme à combattre en politique. S'il y a juste 44% des gens qui ont voté aux élections municipales, c'est inquiétant, oui. Ça veut dire qu'il y a du monde qui pense que c'est pas utile, que c'est pas pertinent, que c'était pas les bonnes personnes, que c'était pas mobilisant, ces gens-là, leur projet. C'était pas intéressant. C'était pas intéressant. On peut pas dire, hey, moi, c'est pas moi qui vote, c'est pas de ma faute. Non, j'ai une responsabilité là-dedans. Si on était juste 44% à voter, c'est parce qu'il y a des choses qui ont manqué. Il y a un projet qui manque. Il y a quelque chose de stimulant qui manque parce que les gens qui y vont pas, ils ont une raison de pas y aller. Donc, on a un devoir dans la suite des choses d'être capable de les interpeller, d'être capable de comprendre et surtout de comprendre le vote de ceux qui ont voté. Alors, quand tu arrives avec un conseil bigarré, si tu le refuses, je pense que tu nourris le cynisme. Si tu refuses le fait que les gens à Québec ont élu 15 conseillers, conseillères qui sont pas de mon parti de Québec fort et fier, tu leur dis ça, c'est pas important, je pense que tu alimentes le cynisme. Ce qui est intéressant, c'est quand on en parle, quand les gens s'intéressent un peu à la politique, on se dit, c'est très dur, le public est désintéressé, des fois blasé, puis il y a des gens quand même comme vous qui décident d'aller en politique, mais ils sont bien fous. On est étonnés, puis en même temps, on est content. Ouais. Alors, moi, j'ai le goût de vous demander, Bruno, le désir de s'impliquer plus, vous l'avez fait avec Centraide, avec la Fondation du suicide, je me rappelle d'en avoir parlé beaucoup à la radio. Alors, ce désir-là de faire de la politique en se disant que c'est un gobe santé, c'est un gobe famille, un couple, gobe vie. On va en reparler tantôt si tu veux. Oui, mais allons-y, parce que d'ailleurs, j'avais en tête, je me disais, tes enfants devaient être contents d'entendre des fêtes, de te voir en pyjama, puis en pantoufles, puis de pouvoir jaser un peu, parce que ça demande du temps beaucoup. Mais d'où ça part? Ça part-tu de très loin, le goût d'en vouloir aller plus loin sur la vie publique? J'ai toujours une relation d'amour-haine avec la politique. Amour, parce que je pense qu'il y a là des leviers qui peuvent faire une différence significative. Mais haine, parce qu'elle peut être faite de façon très centrée sur soi. T'sais. Je trouve que les politiciens finissent par tomber dans ce piège de jeu, sa réélection, son image.
Et ça, je me disais, j'ai-tu la maturité pour le faire? J'ai-tu la maturité pour être capable de le faire pour les bonnes raisons et non pas de le faire pour soi, pour moi, pour mon image? Donc, c'est pas votre rêve que les journalistes vous appellent la rockstar? Non. Zéro. Moi, ce que j'aimerais, mon plus grand rêve, c'est que dans 4 ans, pas qu'on se dise qu'est-ce que Marchand a fait. Il y a des gens qui me demandaient ça. C'est quoi? Ça va être quoi le legs Marchand? Ouais. Je m'en fous. Pour pas dire un autre mot, là. Une fille sacrée. Je m'en fous. Pourquoi? C'est pas important. Ça, c'est une affaire d'ego, le legs du maire. Tu sais, moi, je suis bon, j'ai construit ça ou j'ai fait ça. C'est une affaire d'ego. Je pense qu'on a besoin de politiciens qui sont pas là pour leur ego, mais qui sont là pour faire de quoi? Pour la communauté. Alors, si dans 4 ans, on se dit, comme communauté, c'est extraordinaire ce qu'on a fait, puis que le maire a été un maillon, mais pas la chaîne, un maillon. Mais il faut qu'il soit leader, le maire. Oui. Il peut pas être... Tu sais, vous dites, je vais être le petit gars de Limoilou, tout ça, mais dans votre fonction, vous devez montrer le chemin. Oui. Puis on doit monter le sens. On doit être ceux qui sont les persévérants, les déterminés, qui présentent la vision. Puis ça, je vais le faire. Ça, j'ai pas de problème à ça. Mais j'ai pas besoin qu'à la fin, on dise « c'est à cause de toi c'est arrivé ». C'est pas ça qui est important. Oui, j'ai joué un rôle, mais il y en a d'autres qui ont joué des rôles. Ce que je note, c'est que le 15 avril 21, vous dites « je vais être candidat à la mairie de Québec Oui. ». Et 2-3 semaines plus tard, le maire Labaume, qui n'avait pas encore annoncé sa décision qui était attendue, dit « je serai pas là ». Ouais, je pense pas que ça avait de lien. Je pense pas que j'avais annoncé. Non, ma question, c'est est-ce que vous aviez une information privilégiée que personne n'avait? Non. Non. Mais quand même, pour certains, ça reste un fait qui veut dire quelque chose. La volonté que vous aviez, même si même si le maire Labaume s'était présenté, vous étiez là pareil. Oui, j'étais là, puis j'avais démissionné de ma job parce que c'était pas possible de penser. Donc, c'était tout un engagement sans savoir. Parce qu'avec le maire Labaume, c'était pas la même lutte, on est d'accord? Ouais, non, c'était pas le même game. Non, ça finit à 834 votes le soir. On peut présumer que ça aurait été plus compliqué. Est-ce que ça a été... Déjà que ça l'était. oui, ça a été... Mais c'est pas grave, au bout, la démocratie faisant ce qu'elle... Mais est-ce qu'il y a des gens autour de vous qui ont dit « Bruno, veux-tu prendre une autre gorgée avant de prendre une décision? » Oui. Tu as-tu une boîte d'aspirine? À la maison, mettons, commençons par la conjointe, c'était-tu un appui pareil? Oui, OK. C'est un appui pareil. En janvier 2021, le plan, c'était de dire on va attendre que M. Labaume se décide pour voir si on y va. Ouais. M. Labaume, pour des raisons qui appartiennent, tramway et autres, il a décidé de ne pas annoncer rien. Mais rendu là, à un moment donné, tu le fais le saut ou tu le fais pas. Là. Tu ne peux plus attendre. T'as moins de 6 mois, c'est ça? Mars, c'est ça. À peu près. J'ai décidé de faire le saut. Ça m'obligeait à abandonner ma job, à démissionner. Donc, j'ai été 6-7 mois sans salaire. Ma blonde a été derrière ça. Mais tout comme moi, mais elle aussi, mes enfants, on dit oui à quelque chose, mais tu ne sais pas exactement ce à quoi tu dis oui. Là, on commence à prendre la pleine mesure de ce à quoi on a dit oui. Puis sur la famille, sur la vie personnelle, c'est un tsunami, là. C'est un tsunami. C'est-à-dire? C'est-à-dire que tout change, là. Donc, je vais donner des exemples. Le matin, moi, il y a un chauffeur qui vient me chercher. Donc, je ne conduis plus jamais une voiture. Puis c'est normal, c'est nécessaire, ça aide à faire ça. Sécurité, mais aussi l'organisation. Ça veut dire que tu es déjà dans la lecture, c'est ça. Déjà dans les appels et tout ça. Première des choses. Ça, c'est banal. Tout le monde dit hey, c'est le fun, j'aimerais savoir ça. Oui, c'est vrai. Mais ça change la vie au sens où c'est la somme de ces petites choses-là. Quand je vais au centre d'achat, je peux pas aller au centre d'achat puis penser que je vais passer inaperçu. Il faut que je m'arrête. Il y a des gens qui vont vouloir me parler, ils vont vouloir me dire quelque chose qui préoccupe. Si c'est la seule fois de leur vie qu'ils voient le maire, ils vont être contents qu'ils... Tu peux pas le dire. Tu peux pas le dire, hey, ça m'intéresse pas, je suis pressé, puis je fais une course en vitesse. Non. Je comprends. Tout change de petits détails que je nomme là à de grands détails. Moi, j'ai des amis qui me prennent en photo maintenant. Tu sais, ça change la relation, là. Des amis viennent souper chez vous, puis à un moment donné, ils font hey, Bruno, ça te dérange si on se prend en photo? Mais non, tu sais. Mais ça change la relation. Les gens te regardent avec un œil différent. Y a-t-il des amis qui vous ont dit j'ai pas voté pour toi? Ben oui. Ben des amis. Des connaissances. Oui, des connaissances. Okay. Des amis, non, parce que je sais où ils habitent, là. Je leur reparlerai plus. C'est ça, je vais graffiner le char. Mais des connaissances, oui. Puis c'est bien correct. L'idée de faire de la politique autrement, des fois, les gens entendent, ça veut dire que tout le monde devrait être d'accord. Ben non. En politique, si tout le monde est d'accord, on a un problème. Mais au moins qu'on soit capable de dialoguer, qu'on soit capable de le faire dans le respect, qu'on soit capable de le faire pour les bonnes raisons. Après ça, tu peux être en désaccord, tu peux penser que c'est pas la bonne personne, c'est pas le bon projet. Dis-le, crie-le haut et fort, c'est correct. Là, il y a 2-3 mois de fête. Est-ce que ça rentre plus vite que vous pensiez, le métier, mais écoute, les connaissances de la place, pas juste la bâtisse, c'est pas juste physique, mais la job comme telle? Oui, puis j'ai été vraiment heureux de voir que, à travers, on a eu plusieurs événements durant l'automne, là. Ben oui. Je me suis senti comme un poisson dans l'eau. Je me suis bien senti, bien soutenu, une bonne équipe. Donc, près de 50 ans, c'était peut-être un bon âge, compte tenu de l'expérience, pour arriver là? Oui, puis pour une autre raison, c'est que on parlait tantôt de ce qui change. Le chant des sirènes est fort. Puis si tu veux résister au chant des sirènes pour être droit, ça suppose que tu as la maturité.
sais, on parlait de choses Ouais. qui changent. Ben oui. Il n'y a plus un restaurant où je vais où le chef ne vient pas me voir pendant que je soupe. Il n'y a plus un restaurant où je vais. Quand ils sont ouverts. Oui, quand ils sont ouverts, là, évidemment. Il Ouais. n'y a plus un restaurant où je vais où les gens ne veulent pas payer la facture. Là. Tu sais, tu peux finir, là. Oui. Le chant des sirènes, tu peux finir par te croire. Là. Tu peux te la péter, comme on dit en québécois. Péter solide. Là. Parce que tout est là autour. Oui, Là. tout est là pour te dire, hey, toi, t'es particulier, t'es extraordinaire. Non. T'es un de la gang avec un rôle différent, oui, mais t'es un de la gang. Parce que sinon, tu te mets à croire que t'es plus important, tu te mets à penser que le rôle de maire, c'est toi, que Bruno Marchand a plus d'importance que les autres, et ça, selon moi, c'est dommageable. Est-ce que c'est difficile, sachant que le maire Labaume a fait de bonnes choses, a instauré des bonnes choses, de se dire, dans la lignée de ce que vous dites, Bruno, je n'ai pas besoin d'imprimer ma marque sur chaque décision pour changer, mais est-ce que c'est assez facile d'aller dans une certaine continuité quand ça va bien? Tu sais, Oui. Des bonnes choses qui ont été faites. Quand c'est pas brisé, change-le pas. Oui, c'est ça. Les finances de la ville sont bonnes. Les relations avec les employés s'est améliorées aussi. Oui, mais ça, je pense qu'on fait une différence. Ça pourrait être mieux? Ben, je pense qu'on fait une différence. Honnêtement. Les employés vous disent-ils? Oui. OK. Il y a beaucoup de commentaires. OK. Des employés. Beaucoup de commentaires. C'est pas une critique par rapport à Non, avant, mais Ils sont contents. commentaires sont contents. Le ton change. Je me fais beaucoup parler du ton qui change. Les gens sont heureux de ça. Ce côté positif, ce côté enthousiasmant, ce côté vision, ce côté le désir, le goût d'être là. Tu sais. Mais l'idée d'avoir une ville qui est, somme toute, assez bien menée, qui va assez bien, qui a une économie vivante, qui a une fierté renouvelée, d'une certaine façon, c'est comme une passe à la palette. Ça ne veut pas dire que c'est facile. Non, c'est une part, oui. On va aller améliorer ce qu'il y a à améliorer. Puis c'est trop facile pour les politiciens, on en a trop vu, s'essuyer les pieds sur le tapis de l'autre pendant 6, 8, 12 mois, 20 mois, puis dire c'était mal géré, c'était mal mené. Moi, je suis le sauveur qui vient sauver ce que celui a fait avant. Moi, je me suis promis que je ne ferais pas ça. Il y a des bonnes choses dans cette ville-là, il y a des choses qui sont bien alignées. Puis quand ça va mal, on va les corriger. Mais on va pas passer 18 mois de notre premier mandat à dire c'est la faute de l'autre, c'est la faute des anciens, puis c'est écœurant ce qu'ils ont fait. Je trouve que ça, c'est manquer de courage. Est-ce que la bonne entente relative, on dit relative parce qu'on n'est pas à l'intérieur même des murs, avec les différents conseillers d'allégeance différentes, est-ce que ça peut durer, ça? Ben, comme un couple. Ça va dépendre, il faut être deux pour danser. Il faut se parler, c'est ça? Il faut se parler, il faut être deux pour danser. Ils peuvent retirer, puis c'est pas unanime, il y a différents partis, là, mais ils peuvent retirer leur désir de collaborer quand ils veulent. Ils sont autonomes, ils sont libres, ils sont sujets à des pressions au sein même de leurs équipes. Là. C'est sûr que dans leurs équipes, il y a du monde qui disent faut planter Marchand, puis il y a du monde qui disent on a envie de collaborer, puis on a envie de construire une ville différente. C'est sûr, là. Ces tensions-là, ils les vivent eux autres aussi. Mais moi, je vais être là, puis j'ai envie qu'on fasse de la politique autrement, puis c'est l'appel que je lance, puis j'espère qu'ils vont répondre présent. L'impression que le public a, je ne sais pas si on est tout à fait dans l'erreur ou tout à fait dans la vérité, c'est qu'il y a quand même une différence entre Québec, le centre et les banlieues. Bon, ça a été uni, cette ville-là, il y a à peu près 20 ans, mais on reste avec quand même une différence géographique. Tout ça. Bon. Le maire le maire Labaume disait qu'il y avait une bonne différence, puis que les banlieues, c'était autre chose, c'était pas les mêmes priorités. On comprend que les besoins, même communautaires, tout ça, sont pas les mêmes. Mais est-ce que pour vous, c'est un défi important, ça? Oui, c'est un défi Moi, je pense que la fusion n'a jamais été complétée. La fusion de la ville n'a jamais été complétée. Puis pour plein de... C'est pas nécessairement un choix, là, mais je pense qu'il faut travailler à ça. Mais est-ce que c'est obligé que, mettons, Val-Bélair et Beauport soient menés, soient vécus comme Montcalm, non, mettons? Pas du tout. C'est ça? Parce que si tu essaies d'unifier ça, ça me semble difficile. Et ça, pour moi, je pense que c'est une des erreurs qu'on a faites. On a entre autres empêché les anciennes villes de souligner, on les a pas empêchés, mais on les a pas soutenus dans leur capacité à souligner leur passé. Être fier de ce qu'ils sont. Oui. Pourquoi pas être fier de Charlebourg? Pourquoi pas être fier des X années que Val-Bélair a? Pourquoi pas avoir des signatures distinctives? Pour moi, quand Val-Bélair s'appelait la ville de la nature, il n'y a rien de mal à ça. On n'est pas obligé d'avoir tous le même slogan. Tant mieux si on est capable de mettre en lumière des parcelles de villes qui sont différentes les unes des autres, qui, oui, sont tous dans la même ville, mais... Pour moi, là, réunir une ville, c'est pas penser tout pareil, c'est pas avoir toute la même couleur, puis avoir tous la même façon de travailler. Il faut travailler différemment, il faut respecter les distinctions de chaque quartier. Ça, c'est important. Mais au final, c'est ce qui va construire une ville encore plus forte et plus unie. Alors que présentement, il y a des gens que dans cette ville-là, ils ont l'impression qu'il n'y en a pas pour eux. Ils ont l'impression que pour eux, ça se passe toujours ailleurs. Et ça a passé beaucoup par le dossier du transport en commun, le tramway, les autobus. Oui. On a vu beaucoup la division sur ce dossier-là. Oui, c'est ça, vous l'avez entendu aussi. Oui. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Enfin, on ne peut pas satisfaire tout le monde, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que vous avez en tête pour être capable de faire le plus plaisir possible au plus de monde possible? Ouais. Ce qui est impensable, c'est de rallier tout le monde. Non, mais
moi, je crois pas beaucoup à l'idée d'un seul projet fort à une OK, place. c'est une affaire. Non, je pense que quand on parlait des rues commerciales, quand on parlait du développement des quartiers, faire en sorte de faire rayonner. Quand tu te promènes sur Racine à Loretteville, c'est pas normal que cette rue-là soit presque un champ de mine, au sens où... C'est ma ville natale. Ben oui, mais je ne reconnais plus. Mais non, la rue Racine pourrait être une rue vivante, une rue commerciale forte où les gens vont, où les gens vivent, où il y a du party, il y a de l'ambiance, où les gens peuvent prendre un verre sur la rue, où les gens, il y a des commerces locaux. Mais ça suppose de nous de contrer cette tendance où nos rues commerciales se sont vidées. Si on veut mettre en lumière Racine, si on veut mettre en lumière Royal, si on veut mettre en lumière une rue de Charlebourg, ça va supposer de mettre tout l'amour nécessaire, de mettre les conditions pour que ça marche, d'inviter des entrepreneurs, des commerçants à avoir une succursale, à avoir un restaurant différent sur Racine qu'ils ont sur Cartier. Mais ça, c'est souhaité par les gens de la ville. Donc, tu viens créer une ville riche, mais avec des mises en lumière différentes. Tu n'as pas la même vibe sur Racine que tu vas avoir à Val-Bélair sur la rue commerciale. Tu n'as pas la même vibe que tu as à Cap-Rouge, mais il faut mettre... Ça ne peut pas juste être une rue ou ça ne peut pas juste être un centre-ville Québec. Il faut que ça soit toute la ville. Et c'est difficile de ne pas être plombé, par contre, par les budgets. Quand tu as beaucoup à mettre, là, c'est sûr que les gens de Beauport vont dire l'argent est toujours en ville, on le voit, ils ont refait telle rue, ils ont fait ci, ils ont fait ça. Bon. D'une certaine façon, il y a un côté vrai là-dedans, c'est-à-dire le tourisme est important à Québec. Puis si vous allez, Bruno, à Paris avec votre femme et des enfants, vous allez vouloir aller voir la Tour Eiffel, vous allez vouloir aller Bon, à Québec, qu'est-ce qu'on veut voir? Oui, mais le naturel, fait qu'il faut s'occuper de notre ville, la vieille partie. Oui. Ça ne veut pas dire au détriment des autres, mais au total, quand même, il y a quand même un budget à respecter. Oui, mais je suis d'accord, mais prenons l'exemple du Colisée. Oui. La proposition de... Le vieux ou le... Le vieux. Ben, l'autre, c'est Centre Vidéotron, c'est vrai. Mais on l'appelle le nouveau Colisée. Il ne sera pas vieux trop vite. On espère que quand les Nordiques vont venir, il ne faudra pas en construire un nouveau pour remplacer J'ai jamais pensé à celle-là, mais c'était peurant. C'était peurant. Donc, l'ancien Colisée, le Colisée de Québec. On a le choix de faire... L'administration précédente avait dit on va faire là un lieu de sport émergent qui va coûter 40 millions. Ça, c'était les tracts pour les jeunes à l'intérieur. C'est ça, à l'intérieur. OK, je comprends. Ça veut pas dire que le projet est mauvais, mais quand on met 40 millions là, on le met pas ailleurs. On le met pas dans un skatepark à Beauport. On le met pas dans un skatepark à Charlebourg. On le met pas dans un court de basket à Sainte-Foy. Ça veut dire qu'on crée en un seul lieu, on met beaucoup d'argent à un seul endroit. Moi, je pense que là, dans les budgets, on est capable de faire des choix puis de dire il faut que ça rayonne partout. Il faut que ça rayonne dans les quartiers. Il faut que le jeune qui habite dans le nord de Charlebourg, il soit capable d'avoir accès à un court de basketball digne de ce nom. Que celui qui joue au tennis dans Lac-Saint-Charles, qui ait accès à ça aussi. C'est ça une ville qui se préoccupe de son monde. Ça veut pas dire que tu fais pas le festival d'été. Ça ne deviendra pas un festival d'été qui va être déambulant. Là. On veut un festival d'été avec du monde, avec des grands shows. Territoire naturel fantastique là, pour le faire. Mais ça n'empêche pas que le festival d'été pourrait avoir des satellites. Des offres, des satellites. Bon, peut-être qu'Elton John n'ira pas sur Racine. Mais tu comprends, on peut faire en sorte de faire vivre le festival d'été aussi à différents endroits, en sachant que ce qu'il a de bon, ce qu'il a de grand va rester, on en a besoin. Mais penser la ville pour tout le monde, c'est aussi ça. Donc, c'est possible, malgré les budgets. Monsieur Labaume m'a beaucoup dit qu'il fallait, comme il y avait moins de terrain en ville, la ville de Québec, il fallait densifier. Donc, aider à ce qu'il y ait des étages un peu plus. Ouais. Est-ce que c'est une vision que vous Oui, mais pas n'importe où, pas n'importe comment. OK. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire qu'on peut densifier des endroits déjà minéralisés. On peut... Quand on arrive dans un lieu où, à côté de maison unifamiliale, on permet de construire un 3, 4, 5, 6 étages, c'est sûr, c'est dérangeant. C'est sûr que la personne avec sa maison unifamiliale... Elle sent l'étroit un peu. Oui, elle sent l'étroit. Alors, je pense que c'est nécessaire de densifier. Mais densifier, on peut choisir les lieux. Les lieux minéralisés, là, pense au centre d'achat, au stationnement de centre d'achat. La ville avait déjà commencé... Ou l'ancien Colisée. Oui. Non, on en parle. Mais... On en a parlé, nous autres. Je sais que vous en avez parlé, mais il y a de l'espace. Si on y pense, on peut travailler même avec le privé. Ben oui. Il y a des choses qui peuvent être faites. Ben oui. Pas obligé d'être toutes faites par la ville, mais c'est un exemple. Oui, c'est un endroit où il y a quand même des logements sociaux autour. Oui. Et tu peux construire en hauteur. Parce que d'un côté, tu as le stationnement du Patro Camado, de l'autre côté, c'est de l'industriel. Tu ne brises pas, c'est vrai. Alors, on peut choisir des lieux qui sont déjà asphaltés au possible. Centre d'achat, c'est pas fou. Faire des lieux où tu peux monter des logements. Puis imagine comment ça va raviver ce quartier-là. Le Grand Marché, le centre Vidéotron, qui présentement... C'est déjà beau, mais on sent que c'est enclavé un peu. On sent pas qu'il y a une vie, là. On pourra créer cette vie-là en ajoutant des maisons, en ajoutant des résidences, en ajoutant des lieux communs. Donc, densifier, ça se peut. Continuer. Est-ce que c'est une réalité avec laquelle il faut travailler? Le fait que Québec, l'argent neuf, l'expression, arrive beaucoup par le tourisme. Là, on comprend que le tourisme avec la COVID, c'est plus difficile, mais est-ce qu'il faut quand même toujours préserver cette vitalité-là de la ville de Québec? Mais il faut faire attention à ne pas avoir un tourisme consommé-jeté.
Le tourisme moderne, c'est un touriste qui va vouloir rester plus longtemps, qui va en général voyager peut-être moins souvent par année, mais quand il va le faire, il va y aller plus longtemps. Donc, ça veut dire qu'au lieu de venir à Québec 2-3 jours, ils vont rester 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. À nous de leur offrir, et encore là, on revient à la question des quartiers. Imaginons que tu es capable de construire à Loretteville un quartier extraordinaire. Bien, ça se peut que la personne qui vienne, oui, à Québec, voir le Vieux-Québec, oui, qui soit venue pour voir le Château Frontenac puis le fleuve, mais qu'à un moment donné, il fasse passer une journée à Loretteville. Parce que là, il y a il y a Wendake pas loin, d'ailleurs. Oui, c'est ça, exactement. Parce que sur Saint-Joseph, il y aura un paquet de foodies, des restaurants extraordinaires. Parce qu'on aura fait à Beauport un quartier XY. Il y a quelque chose là pour retenir du tourisme qui permet d'éviter qu'il soit toujours embouché à la même place. Et en même temps, que tout le monde en profite. Et ça me rappelle un chroniqueur que vous connaissez bien, Michel Hébert, qui est à la retraite maintenant. Il disait, lâchez-moi la ville festive. Moi, quand je parle à mon monde, c'est les trottoirs, l'entretien, les vidanges. Fait que c'est la base même, mais c'est une chose qu'on vous a dit pendant la campagne. N'oubliez pas les services de base. C'est pour ça qu'on vous élit. C'est pour ça qu'on paye des taxes. Pas que ça, mais pour ça. Avec raison. Les gens veulent un service. Les gens veulent faire en sorte que ce qui est la base pour eux, c'est pourquoi ils payent des taxes, entre autres, pas juste pour ça, mais entre autres, que ça soit bien servi, bien livré comme service. Puis il faut être très bon à faire ça. Le déneigement, c'est un exemple. C'est donc bien compliqué, ça, le déneigement. C'est compliqué parce que puis ça va être de plus en plus compliqué. C'est à cause du fait que la ville ne fait pas tout pour ses fournisseurs ou au contraire, ça peut être aidant? J'essaie de comprendre qu'est-ce qui fait que c'est si difficile à attacher, cette affaire-là. Bien, plein de raisons. D'abord, quand tu es en ville, déneiger le trottoir, c'est parfois compliqué parce que la petite chenillette, elle passe pas si les voitures sont stationnées trop proches. Ouais. Et il suffit juste qu'elle passe pas quelquefois puis ça se mette à geler avec un -10. Deux toits qui se cassent la gueule, les plaintes rentrent. OK. Ça veut pas dire qu'il faut pas être meilleur. Il faut être meilleur. Mais je pense qu'on va l'être. On ajoute du matériel pour l'an prochain pour faire en sorte qu'on soit encore meilleur. Et avec les changements climatiques, on ne peut pas faire autrement. Mais là, le problème, c'est les trottoirs. Oui. C'est fou. Puis, je disais ça à des amis. Je dis, je ne sais pas qui il faut blâmer. Je pense que c'est juste la température. Ils mettent des petits cailloux, qui est une bonne idée, ces trottoirs. Mais comme ça fond, les cailloux rentrent dans la glace. Fait que finalement, on se casse la gueule pareil. Ouais, Puis si vous mettez trop de calcium, ben, c'est très mauvais pour l'environnement. Oui. Ah non, là, c'est compliqué. C'est compliqué. Déneiger les trottoirs, là, c'est beaucoup plus compliqué. Mais ça semble une priorité, les trottoirs, entre autres. Mais parce que... Il ne fera pas aussi froid qu'avant, d'abord. Moins de neige. Plus gel-dégel. C'est problématique, ça. C'est ça qui est problématique pour nos trottoirs aussi. C'est que s'il tombe une slush qui gèle, c'est pas pareil que s'il tombe de la neige, là. C'est beaucoup plus dangereux pour les piétons. Alors ça, et les gens veulent être plus actifs. Les gens sont plus actifs et veulent se transporter au travail de façon à limiter l'utilisation de leur voiture. Si tu leur donnes pas accès à des trottoirs de qualité, c'est sûr que c'est compliqué pour eux. Là. On va faire un petit exercice simple, mais de premier niveau, c'est-à-dire si on parle de la Ville de Québec, comment vous la trouvez? Ouais. Si on parlait de 2-3 forces de la Ville puis des faiblesses, des choses améliorées que vous avez en tête. Bien, sa première force, c'est son monde. La première force, c'est la vitalité du monde, cet esprit que tout est possible à Québec. Ça, pour moi, c'est une des plus grandes forces. Une autre, je pense que c'est son économie, me semblerait, la deuxième. Avant même la question de notre histoire, de la beauté de cette ville-là, de la proximité de ses parcs, je dirais en deuxième, l'économie. D'avoir des entrepreneurs, d'avoir des sièges sociaux ici, ça permet... Il y a une stabilité, c'est ça, hein? On a diversifié beaucoup notre économie. On est passé à une économie de fonctionnariat, qui n'est pas mauvais du tout, mais on l'a diversifié, notamment par le secteur des assurances, mais par d'autres secteurs. Il y a quelque chose là... L'innovation, le parc technologique. Dans le parc techno, là, il y a des petites entreprises là, d'extraordinaire qualité là, qui sont nos fleurons. Là. Alors, il y a qui sont issus, entre autres, de l'INO, là, de l'Institut national d'optique. Il y a là des exemples à suivre pour faire en sorte qu'on soit dans le monde parmi les premiers à être capable d'innover, à créer de l'économie verte, à créer une filière, j'ai envie de dire, très intéressante duquel les autres s'inspirent. On l'a donné comme exemple déjà. Ça, c'est deux grandes forces. S'il y avait des choses à améliorer qui vous sautent aux yeux... Tantôt, j'en ai parlé. Réunir la ville, pour moi, c'est une faiblesse que notre ville soit désunie. C'est une faiblesse, puis je le dis, en respectant les gens où ils sont. La littérature nous dit que le sentiment d'appartenance à un groupe, là, à peu près, ça se limite à peu près à 6 000 personnes. Si tu es capable de réunir autour de toi dans une ville, un village, 6 000 personnes, tu peux avoir un bon sentiment d'appartenance. Pourquoi je dis ça? Ça veut dire qu'une ville de 550 000 personnes, on ne se mettra pas à la diviser pour en faire ça. Non. Mais on pourrait diviser des quartiers, on pourrait faire en sorte qu'il y ait des petits lieux d'appartenance où les gens se sentent d'abord appartenir et ensuite appartiennent à la ville.
Ça, c'est certainement une chose qu'on peut améliorer. Et je peux... La mobilité, c'est une autre chose. Ben oui, est-ce qu'on est sur la bonne voie? On est sur la bonne voie si on arrête de penser qu'une seule solution va nous amener à la mobilité. Le tramway, là, c'est pas ça qui va tout changer. C'est un élément parmi un cocktail de mobilité. Une des choses, Bruno, que j'entends, c'est que le public est très à l'aise avec des discussions animées, je dirais même coopératives, entre la Rive-Sud et la Rive-Nord. On a toujours eu l'impression que c'était politique, les freins. Oui. Parce que le public trouve ça normal. Tu vas sur la Rive-Sud, tu traverses au bord, c'est un problème. Est-ce qu'on maximise les bateaux, peut-être? Il y a plein de solutions européennes que tu veux connaître. Les bateaux à haute vitesse qui prennent 3 minutes de traverser. On n'a jamais fait ça ici, hein? Mais ça se fait. En Italie, ça se fait à beaucoup d'endroits qui sont entourés d'eau, des transports extrêmement rapides, genre aéroglisseurs. Et ça s'est jamais fait. Pourtant, la distance n'est pas très grande. Non. Mais l'innovation, la discussion avec le maire Lehouillier dans ce cas-ci, ça semble être une ouverture de votre part. Est-ce que je me trompe? Ah oui, non. Moi, je pense qu'il faut arrêter de développer Québec d'eau au fleuve. Il faut arrêter de développer nos villes d'eau au fleuve. C'est malheureusement ça pour X raisons. On pourra-tu voir une grande ville de Québec dans 20 ans? Ça se peut-tu? Ben, tout se peut. Est-ce que les gens vont le vouloir? Les gens décideront. C'est pas moi. Est-ce que c'est nécessaire? On ne sait pas. Ben, c'est ça. Est-ce que les gens vont le vouloir? Moi, c'est pas mais moi plus de collaboration, ça se peut. Ça va arriver avec vous aussi, j'imagine. Ah, il le faut. Il le faut. Moi, je suis partant à 100 000 à l'heure pour ça. Et on en a parlé avec Gilles. Si ces villes-là se développent d'eau au fleuve, il y a une perte économique. Parce que notre capacité d'attirer une économie forte, un pôle à l'est de Montréal très fort, ça suppose de travailler ensemble. Faut que ça soit la région. Ben oui. Alors, il y a un pôle économique, il y a un pôle touristique, il y a un pôle culturel, il y a un pôle d'innovation, mais après ça, on parlait de mobilité. Les solutions de mobilité, si on ne les pense pas ensemble, là, il y a quelque chose qui ne marche pas. Combien de gens font la traverse entre Québec et Lévis tous les jours? Si on veut améliorer la mobilité de notre monde, on ne peut pas dire les gens de Lévis ne m'intéressent pas, puis les gens de Québec n'intéressent pas les gens de Lévis. Si on fait ça, on travaille en silo, on travaille mal. J'ai eu l'impression de voir le nouveau maire quand on a parlé de la fameuse le changement de direction sur le pont La Porte. Oui. Quand le ministre de Transport, ça se fait pas, c'est trop compliqué. Puis là, j'ai entendu, comment ça se fait pas? Faudrait qu'on m'explique pourquoi ça se fait pas, ça se fait partout dans le monde. Là, j'ai dit, là, je sens que c'est M. Marchand qui dit, avant de me faire dire par tout le monde, ça marche pas, on peut-tu regarder? Oui. Puis moi, j'ai toujours été le même, je refuse la fatalité. Si Ils vous ont-tu répondu là-dessus? Non, pas encore. Ils m'ont dit qu'ils m'enverraient les documents. J'ai hâte de voir, là, mais ils m'ont dit qu'ils m'aient fourni. Parce que ça, c'est une solution, on est d'accord, qui ne prend pas 10 ans. Là. C'est 1 an ou 2, c'est fait. Là. Si on peut. Il y a quelque chose, puis je ne fais pas juste référence à cette idée-là, il y en a plein d'autres, pour lequel on part toujours en disant c'est pas possible. Moi, quand on me dit c'est pas possible, ça me donne envie de le faire en tabarnouche. Si c'est pas possible, beaucoup d'innovations dans le monde, beaucoup d'entreprises. Prenons l'exemple de Tesla. Oui. Tesla, là, c'est fascinant cette histoire-là. Le gars, il fait pas de la voiture du tout. Il fait pas dans ce business-là. Et il y a des concurrents qui s'appellent GM, qui s'appellent Toyota, qui sont déjà là, qui ont une mise en marché, qui ont l'infrastructure, qui ont les génies, qui ont les usines pour bâtir les autos. Bien, le gars qui invente la voiture électrique qui est la plus tendance, c'est un gars qui faisait pas de voiture avant. Pourquoi? Parce qu'il y a du monde dans ces entreprises-là qui disaient non, c'est pas possible. Non, on peut pas faire ça. Non, on n'a jamais fait ça. Non, ça marchera pas. Puis lui, il s'est dit quoi? On va le faire. À un moment donné, les choses dans la vie, là, si tu es toujours en train d'accepter la fatalité, tu ne changes pas. Tu suis juste le chemin tracé qui est pavé. Des fois, il faut rentrer dans le bois et dire ça va être mieux ce chemin-là qu'un autre. Dernier mot, dernier point, la COVID, beaucoup de divisions sociales. On a vu les riches sont plus riches, les pauvres sont plus pauvres. Vous avez des oreilles pour ça parce que vous avez travaillé là-dedans, mais en même temps, comment on peut mobiliser en période d'inflation, de taux de chômage si bas? Il y a beaucoup de nouvelles variables liées à cette pandémie-là. Je pense que d'abord, il faut réaliser que si on laisse les inégalités s'agrandir, il y a ceux qui sont au bas de l'échelle qui y perdent, mais tout le monde y perd. Tu as voyagé beaucoup. Ouais. Il y a les villes dans le monde atrophiées là, où on te dit « va pas là parce que c'est dangereux ». Dans tel quartier, c'est pas allable parce qu'il y a de la violence. À tel endroit, si tu prends ta ligne de taxi, les femmes, c'est pas recommandé. C'est dans ce type de ville-là qu'on veut vivre où on est obligé de se barricader, mettre des tessons de bouteilles sur nos clôtures de cours pour pas qu'on soit envahi. On le sait, là, ça a une limite. T'as beau te promener avec 5 agents de sécurité, il va toujours t'en avoir besoin d'un de plus quand t'es dans ta ville. Le monde les gens se sont éloignés les uns des autres. Donc, la pandémie, et tu as raison, est un accélérateur de ces divisions-là. Mais ça suppose de notre part d'être capable de se dire qu'est-ce qu'on fait pour ramener les gens. Les gens ne sont pas sur une île, on ne vit pas sur des îles, là, on vit en communauté. Comment on fait pour faire en sorte que les inégalités diminuent? Et à chaque fois qu'elles diminuent,
par notre contribution, par notre engagement financier, par notre capacité comme entrepreneur à intégrer des gens qui sont à la marge, par notre capacité à investir des solutions que d'autres n'ont pas pensé. On a parlé d'itinérance zéro. Là. Moi, je vais revenir avec ça. Je ne lâcherai pas là-dessus. Là. Je ne crois pas qu'un itinérant il va être itinérant. Je crois qu'il y a eu une cascade de choses dans sa vie puis il se retrouve... Qui l'amène là. Qui l'amène là. Il a besoin d'une main tendue. Si on n'abandonne pas sur notre monde, si on crée un filet humain qui oublie personne en chemin, là, même les plus riches sont gagnants. Ça veut dire que ça prend une main tout le temps dans la porte des gouvernements provinciaux, parce que la ville peut être un catalyseur, mais ça prend l'aide des deux. Non, c'est ça. Puis on part de villes, souvenons-nous, les villes, et tu le disais tantôt, les villes, c'est d'abord du déneigement, des poubelles, des routes, c'est vrai, mais il fut un temps où c'était juste ça. Oui. Maintenant, c'est plus juste ça. L'itinérance, on parle d'utilisateurs de drogue, on va parler de vivre ensemble, on va parler d'impact d'économie. Il y a une époque où les villes ne se concentraient pas sur ces choses-là. Pourtant, on a ajouté beaucoup de choses dans les villes et je pense que c'est une bonne nouvelle. Le budget n'a pas été en conséquence, là. Donc, oui, il y a des clés dans les mains du gouvernement du Québec, dans les clés du gouvernement du Canada pour nous aider à jouer ces rôles-là. On en a besoin. Je vous souhaite une bonne année 2022, active quand même. Merci, M. le maire. Toujours un plaisir. C'est pas la première qu'on fait, mais un grand plaisir. Comme maire, oui, en tout cas pour vous. Comme maire, oui. Merci beaucoup. Salut.